Merci à lui. Merci Viviane, bonjour à toutes et tous. Voilà, comme Viviane l'a dit, je suis Germain Lanezo, moi je suis chargé d'études à l'Agence d'urbanisme de la région mulhousienne. Je suis architecte urbaniste et c'est moi qui vais faire un peu une introduction au thème. Alors, est-ce que l'écran ça fonctionne? Voilà. Alors l'objectif de ce matin, c'est de vous présenter le concept de frugalité, donc par le biais d'exemples en urbanisme, ça va être mon rôle, et dans le bâtiment, ça va être le rôle de Jean-Baptiste, pour formuler quelques enjeux à débattre. Donc, c'est clairement pas une approche exhaustive, mais c'est plutôt une entrée en matière pour initier un débat. Et surtout, nous, on est dans l'optique de faire un livret en fin d'année qui est censé répondre à la question comment faire accepter la frugalité par nos concitoyens. Donc, vaste programme. Pour Alors, la frugalité, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est historiquement le fait d'avoir une alimentation frugale. Autrement dit, sobre, raisonnée, économe, sage. Donc, ça touche à la fois des notions de ressources, l'alimentation dans ce cas de figure, mais aussi aux vertus, de sagesse, de tempérance. Donc, par extension, c'est l'objectif de se contenter un peu de ce qu'on a, voire faire plus avec moins. Alors, ça part d'un constat ancien, bien que ce soit un concept assez récent dans le monde francophone, la frugalité, c'est la surconsommation de nos ressources dans un monde fini et les impacts que ça a sur cet écosystème. Donc là, je mets des exemples de surconsommation alimentaire qui induit de la déforestation et de l'émission de CO2, des objets jetables qui étouffent les milieux naturels, de la haute technologie à haut coût environnemental. Ça, c'est autant qui ont des impacts à l'échelle globale. Mais on peut aussi parler des impacts comme l'épisode de canicule ou de sécheresse, par exemple. Donc, c'est des choses qui déstabilisent les écosystèmes, les sociétés, qui augmentent les risques aussi. Et donc, agir avec frugalité, c'est déjà une première réponse à ces défis. Mais en quelque sorte, c'est aussi un contre-modèle au solutionnisme high-tech. Donc là, j'ai poussé le bouchon au maximum en montrant une illustration d'anticipation de colonie spatiale, mais c'est des choses qui sont reprises dernièrement par Jeff Bezos, par exemple, le patron d'Amazon. Ça s'inscrit dans un imaginaire transhumaniste, on va dire, qui voit la haute technologie comme la solution à tous les problèmes. Donc, c'est littéralement, dans ce cas de figure, en plus, une fuite en avant, vers l'espace, en l'occurrence, mais c'est aussi un imaginaire assez puissant de dépassement, d'exploration, de découverte, donc auquel la frugalité essaie de répondre aussi positivement. Alors, dans le domaine de l'aménagement de l'espace, j'ai essayé de résumer ça de manière la plus simple possible en disant que l'approche frugale, c'est considérer la terre comme un jardin, finalement, qu'il s'agit de cultiver de manière raisonnée. Donc, pour améliorer la qualité de vie, garantir sa transmission aux générations futures. Donc, c'est des solutions plus locales et renouvelables pour une transition écologique de notre écosystème. J'ai repris, pour reprendre les mots de Pierre Wetz, qui est économiste et qui a fait une tribune sur le sujet dernièrement dans Le Monde, il s'agit d'innover, mais dans la sobriété. Vraiment dans cette sorte de réponse au high-tech. Alors, concrètement, en urbanisme, la frugalité est porteuse de nombreux bénéfices et dans plusieurs domaines du développement durable, donc plus économe, notamment dans le sol, du usage du sol, du bâti, de la matière à disposition. Ça induit aussi un aménagement plus naturel du territoire, en ville, à la campagne, qui est censé aussi devenir un vivier d'innovation, de ressources ou de qualité de vie, et aussi ça induit une conception plus conviviale de nos milieux de vie parce que ça replace l'humain et son intelligence au milieu de son environnement. Donc c'est sur ces plus que je veux m'appuyer pour répondre à la question de départ qui nous a invités à l'agence, c'est comment faire accepter la frugalité. Donc, c'est partir sur les plus pour parler du moins, on va dire. Alors, au niveau de l'économie, voilà, pour un usage plus raisonné des pratiques d'aménagement, je parlerai de la réduction de la consommation foncière, la réduction des délaissés et des déchets. Alors, moins de consommation foncière en un aménagement du territoire, ça veut dire ne plus étendre en fait l'empreinte urbaine tant que l'existant n'a pas été réinvesti. Donc, c'est pour préserver les terres agricoles et naturelles, qui sont des sources de services environnementaux, et les paysages, qui sont le reste de notre cadre de vie. L'objectif zéro artificialisation nette, qui est actuellement en débat au Parlement, il s'inscrit dans cette logique de planification frugale. Alors maintenant, sa mise en œuvre exacte est encore assez ouverte,
Donc, on ne sait pas sur quel périmètre on calculera le bilan de consommation foncière, de quelle manière on compensera l'artificialisation, et question centrale, quelle définition de l'artificialisation. Mais en parallèle, on a aussi à cette consommation foncière, on a des notions de projet que porte notamment l'association Frugalité Heureuse et Créative. Elle parle de projets ruraux. Donc, c'est pour rendre les territoires ruraux donc plus attractifs, mais aussi pour desserrer en fait la pression sur les aires urbaines les plus dynamiques. Donc, par quoi ça passe? Il s'agirait de conforter et mailler ces centralités plus rurales pour attirer, préciser le zonage aussi de ces espaces agricoles et naturels pour les valoriser, mieux les protéger, limiter nettement l'urbanisation, comme sur l'image, mais aussi simplifier les règles de construction pour faire plus de sur-mesure à l'intérieur. Moins de délaissés, un urbanisme moins générateur de délaissés, ça veut dire réinvestir les vides dans le tissu urbain, délaissés d'infrastructures, logements vacants, friches, etc. Tout ça pour offrir des alternatives en fait à l'extension urbaine classique, mais aussi éventuellement plus d'espaces naturels en ville. Deux exemples, le fonds Friche, donc sur l'illustration de gauche, qui est un exemple d'incitation financière à la reconversion de friches. C'est tout récent, c'est lancé par l'État en fin 2020, piloté par l'ADEME. On parle d'un peu plus de 600 millions d'euros pour plus de 600 friches matures sélectionnées à travers la France. Donc, ce n'est pas des chiffres énormes quand on rapporte au nombre, mais ça a le mérite d'exister. Et sur M2A, sur l'agglomération, on a un site mature, qui a été considéré comme mature, la dépollution de la friche Ameco à Quignersal. Sur la droite, j'ai illustré deux manières de faire de l'entreprise Ville Vivante, qui a notamment, dans le même état d'esprit, développe des nouvelles manières en fait, de développer le potentiel foncier, notamment avec leur méthode BIMBY ou la Bounty. Donc, la BIMBY, il s'agit de densifier les parcelles pavillonnaires. Donc, c'est un rôle de médiation finalement entre collectivités et propriétaires. Les collectivités, elles ont des objectifs de production de logements, mais peu de levier sur la propriété privée pour l'activer. Et les autres, ils ont des ressources foncières invisibles, mais peu de compétences pour la maîtrise d'ouvrage. Donc, ça, c'est des choses que met en œuvre l'entreprise. Il y a une trentaine d'agglomérations en France qui ont déjà sauté le pas, et c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer aussi pour des endroits plus complexes comme les zones d'activité. Des projets urbains moins générateurs de déchets, ça veut dire réemployer les bâtiments, les matériaux et les savoir-faire à disposition pour réduire l'impact environnemental de l'aménagement et de la construction, valoriser les ressources matérielles et intellectuelles locales et idéalement tendre vers une économie circulaire de l'aménagement. Tout ce qu'on produit peut être réutilisé. Donc, côté institutionnel, sur la gauche, j'ai illustré la démarche de la région Pays de la Loire qui lance des appels à manifestation d'intérêt économie circulaire, notamment dans le bâtiment avec son pôle de compétitivité NovaBuild. Mais à l'autre extrême, on peut parler de certains architectes qui ont poussé la démarche de réemploi jusqu'à s'approvisionner auprès de particuliers, ici à Amsterdam, avec l'équivalent du Bon Coin aux Pays-Bas. Donc, le petit café a été fait qu'avec la seconde main, où il a trouvé de particulier à particulier. Alors, à l'aménagement du territoire frugal, ça rend aussi l'environnement plus naturel parce que ça incite à des milieux moins artificialisés, moins carbonés et des éléments moins éloignés. Alors, moins artificialisés, ça veut dire, en quelque sorte, biodiversifier les espaces urbains, mais aussi ruraux. Donc, c'est augmenter la naturalité des espaces de vie, leurs services environnementaux, la sécurité vis-à-vis des risques environnementaux et climatiques, ou la fraîcheur des villes, mais ça a aussi un impact pour améliorer le bien-être et la santé de tous. À gauche, j'ai illustré le projet Mulhouse Diagonale, qui illustre très bien le but recherché de désartificialisation, donc en particulier la renaturation de la confluence de l'air, du site des anciens services techniques à Mulhouse, ou la renaturation de l'ancien bras de Lille sur le site Fonderie. Toujours en ville, parce que c'est quand même là où il y a les besoins de désartificialisation qui sont les plus forts. On peut citer désasphaltage à Riedisheim, ou la végétalisation d'espaces publics à Brunstadt, comme illustré sur l'image. Donc, c'est des démarches qui
qui passe par la réduction de la place de la voiture, donc de l'asphalte, mais aussi au bénéfice de la végétation, de la perméabilité des sols, de la fraîcheur. Alors, moins carboné, des milieux moins carbonés, ça veut dire augmenter les modes de déplacement actifs, d'une part, en bonne partie, pour améliorer la qualité de l'air, augmenter la place de la nature, élargir les espaces de convivialité, pas oublier, favoriser aussi le commerce par plus de passages et donc plus de revenus, mais aussi la santé par la proximité des choses. Deux exemples, encore une fois. D'une part, ce qu'on pourrait appeler le développement orienté transport, en anglais le Transit Oriented Development, qui est une méthode d'aménagement urbain qui articule étroitement transport en commun et urbanisation. Ça peut être autant dans l'extension que dans l'existant. Avec là un exemple de strasbourgeois, de ce cercle vertueux où les transports sont mieux utilisés et l'urbanisation est complétée autour. Donc là, j'ai montré un exemple à Strasbourg, d'aire d'influence. Si vous pouviez faire attention à fermer vos micros, s'il vous plaît, parce qu'on entend de l'écho. Merci. Et donc, je reviens aux exemples strasbourgeois. Donc, d'aire d'influence autour de stations de tram qui permettent d'adapter après, en conséquence, les règles du plan local d'urbanisme pour favoriser la densification et l'utilisation plus raisonnée de l'espace. Mais en complément de ces choses-là assez lourdes, il y a aussi et hors des aires urbaines majeures, il est important d'avoir des leviers sur la proximité des services et des emplois et aussi l'offre performante de mobilité alternative à la voiture, transport en commun cadencé, fiable et prioritaire, partage des mobilités individuelles, réseau piéton sécurisé et agréable. Alors, des ressources moins éloignées, ça veut dire une production des produits de base, de proximité, mais aussi un rapprochement entre logement et emploi. Donc, c'est pour augmenter l'autonomie des territoires énergétiques, alimentaires, stimuler les filières économiques et les territoires ruraux, renforcer la proximité entre urbain et rural, habitat et emploi, et bien sûr réduire l'impact écologique des déplacements de marchandises, par exemple. Donc, il y a déjà toute une série de choses qui existent, comme le plan climat, projet alimentaire territorial, ou ponctuellement des fermes locales qui incitent à repenser la place de l'agriculture en ville. Et là, j'ai voulu illustrer un travail préparatoire de diagnostic de l'agence qui a étudié d'une part les formes de culture adaptables à la ville et les circuits locaux d'alimentation. Donc, à gauche, les lieux de production en bio, à proximité, dans l'agglomération, avec un exemple de la ferme du château à droite, et en bas à droite, un potentiel de support d'agriculture urbaine sur une friche comme DMC, par exemple. Donc, c'est des démarches préalables pour pouvoir être investis par les porteurs de projets. Alors, dernier bloc, si ça veut bien marcher. Là. Et la conception frugale de nos espèces de vie, ça les rend plus conviviaux grâce à moins de fonctionnalisme, moins de technocratie et d'individualisme. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Un urbanisme moins fonctionnaliste, ça veut dire plus de polyvalence des équipements, plus d'hybridation entre architecture et paysage, ou ville et campagne, pour optimiser l'usage de l'existant au fil du temps, mutualiser les services et faire des économies, stimuler les échanges entre les usagers, rapprocher emploi et habitat, ville et nature, etc. Deux exemples, d'une part, sur les équipements, ce qu'on appelle les cours oasis de Paris, Grenoble, Lille, etc., qui illustrent des possibilités offertes par les équipements publics pour offrir des espaces de convivialité et de fraîcheur hors des heures de bureau. C'est aussi un outil de pédagogie du rapport à la nature. Et à droite, j'ai voulu illustrer une belle lisière en fait entre ville bâtie et campagne, et qui est un peu l'objectif à atteindre aussi d'aménagement, de meilleure transition entre ces deux espaces. Alors, des méthodes moins technocratiques, ça veut dire des règles globales plus simples pour offrir des solutions architecturales, urbaines, paysagères, plus en mode projet, donc plus sur mesure. C'est aussi un urbanisme plus ancré dans le territoire, plus contextualisé,
et aussi une manière d'innover avec un peu de souplesse, avec aussi plus d'intelligence collective à ces échelles-là. Toujours deux exemples. À l'échelle d'un village, j'ai voulu citer la démarche de l'association Nos Jours Heureux à PEM, qui s'inscrit dans cette logique où l'architecte est considéré un peu comme le médecin de l'espace villageois, dont les mots typiques des espaces ruraux sont traités de manière concertée avec les propriétaires. Donc, avec ça, la revitalisation du village se fait pas à pas. L'autre exemple, c'est l'urbanisme transitoire ou tactique, qui est assez emblématique. C'est des manières d'activer assez rapidement des lieux en friche et de tester des aménagements temporaires. Donc, c'est à la fois des choses plus spontanées, mais quand c'est plus encadré, c'est des expérimentations qui sont des moyens de concertation sur du concret et de calibrage un peu mieux du projet au plus près des besoins du public. Donc, ça passe souvent par la réduction des places de parking, de l'emprise des voies routières ou l'activation de friches au profit d'usages conviviaux. Et dernier point sur le volet plus convivial, aménagement de l'espace moins individualiste, ça veut dire aussi repenser la notion d'intérêt général et de commun. Alors, ces communs, c'est une troisième voie, en quelque sorte, entre propriété strictement privée ou collective, entendre public. Donc, c'est un moyen plus contractuel, en fait, de gérer la rareté d'une ressource par et pour ses usagers. Donc, à gauche, j'ai voulu citer une forme de commun très ancienne, en Suisse, dans les alpages suisses, c'est les Allmende, même dans la toponymie ici, on en a déjà ces noms-là. C'est des formes de gouvernance agricole, si on veut, qui ont un rôle de formation sur la préservation des paysages, de renouvellement des ressources agricoles et de cohésion sociale, donc vraiment un moyen d'aménagement du territoire. Et en milieu urbain, j'ai voulu illustrer les offices fonciers solidaires, qui sont des institutions assez récentes, qui portent en fait du foncier, des parcelles, pour vendre simplement le droit de propriété du bâti à des acquéreurs. Donc, c'est par le biais de baux réels solidaires, et ce, sans but lucratif. Donc, il y a des premiers projets qui sont déjà montés dans toute la France, là à Lille, avec des prix affichés de 20 à 40% moins chers des prix du marché. À voir sur le long terme, mais ça s'inscrit dans cette démarche. Alors, pour conclure, quelques enjeux que ça pose. D'abord, comment convaincre les gens sans trop contraindre. Est-ce que le mot frugal, c'est vraiment le bon mot? Est-ce que c'est pas une sémantique trop négative pour motiver la transition écologique? Comment on arrive à prendre le temps de faire ces choses-là, parce que ça nécessite plus d'interaction avec les gens, plus de temps de faire. Comment on arrive à rapprocher emploi et habitat, ville et campagne concrètement, et ça c'est aussi un enjeu assez systémique. Comment on peut dépasser les conflits d'usage qui vont forcément se créer si on rapproche les choses et on mixe les choses. Donc il faut de la médiation, des discussions, une sorte de police aussi. Sur les déplacements, comment on peut échanger les marchandises, les biens, les idées et se déplacer de manière plus raisonnée. Économiquement, comment changer ce système économique pour qu'il devienne plus circulaire, plus vertueux, mais dans le même temps, comment arriver à faire financer des projets qui prennent parfois plus de temps, qui sont plus nouveaux, etc., et qui doivent gérer les impacts écologiques pour être vraiment vus correctement. Au niveau juridique, comment on peut changer l'esprit de la loi ou les lois pour avoir plus de sur-mesure et plus partenarial, et aussi tout simplement humainement arriver à mobiliser, sensibiliser, éduquer tout le monde. Je reste sur ces questions-là qui sont pour initier des questions et des retours, et je vais laisser la parole à Jean-Baptiste qui va vous présenter son expérience du sujet. Bonjour à tous, donc Jean-Baptiste Pompin, bureau d'études du MAE. Je suis présent non pas au titre du bureau d'études, mais du groupe local alsacien pour une frugalité heureuse et créative. Et je vais présenter une partie plutôt orientée, donc bâtiment et construction, qui est ma vision et qui est forcément partielle, parce que dans le groupe national,
on est beaucoup et chacun a une vision un peu interprétée de la chose, mais on a quand même de grandes valeurs communes que je vais vous présenter aujourd'hui. D'où vient ce manifeste? En 3 initiateurs, donc Philippe Madec, Dominique Gozin-Muller et Alain Bornarel, qui sont 3 amis, qui sont arrivés à des conclusions un peu de ras-le-bol sur le monde du bâtiment et du urbanisme aujourd'hui, et qui ont décidé d'en faire un manifeste en se disant on va acter les choses et essayer de développer un mouvement national qui pourra aller dans un meilleur sens pour la planète, pour nos enfants et pour notre confort de vie à tous. Ce manifeste, vous le trouverez sur Internet assez facilement, sur le site web et sinon sur Facebook et tout un tas d'autres plateformes où on trouve déjà le manifeste. Avec les grandes lignes du manifeste que j'ai mis à gauche, je ne vais pas revenir sur chacune. Je vais plutôt vous présenter le pourquoi je suis venu à ce mouvement. Ça faisait des années que je faisais des projets avec une conception bioclimatique, avec une recherche de solutions environnementales, de la performance énergétique. Et au final, je faisais de plus en plus de projets qui étaient alimentaires et mécaniques. Et c'est un constat qui était assez collectif avec des confrères. Et on cherchait finalement à développer un réseau pour avancer vers du bâtiment mieux conçu, plus local, plus durable. Et quasiment 10 jours après est arrivé le manifeste. Et donc, je suis tout de suite allé voir aux premières rencontres qu'on a pu faire dans le nord de la France, où on a commencé à parler tout de suite d'épuisement de ressources, d'économie d'énergie, de normes trop contraignantes, du besoin de faire moins ou de faire moins n'importe quoi, la notion de la responsabilité des constructeurs et des maîtrises d'ouvrage, parce que quand on construit un bâtiment ou un objet, on en est responsable, même si une fois qu'on a terminé, on n'est plus là. Et on est arrivé aussi à la conclusion que tous les thèmes qui étaient abordés aujourd'hui dans le bâtiment, c'était la RT 2012, l'Aéro 2020, donc contraintes, les normes de construction, contraintes, le prix, contraintes, négawatt, qui est un mouvement auquel j'adhère complètement, mais qui est aussi une contrainte et qui est vue dans le négatif. Et en fait, toutes ces notions de performance et de bâtiment durable sont vues d'un côté négatif, comme une contrainte, et la contrainte ne fait pas lever le matin, ne fait pas faire des projets. Et donc, la conclusion pour tout le monde, c'était qu'il fallait créer de l'envie, et créer de l'envie de faire avec moins. Donc, moins de ressources, moins d'énergie, moins de matériaux, et plus de gens. Et donc, on s'est tous mis d'accord sur le fait qu'il fallait que le projet de demain soit désirable et soutenable. Donc, soutenable pour la planète et désirable pour les maîtrises d'ouvrage et les utilisateurs. Et donc, frugalité, qui est le thème dont Carmel parlait juste avant, qui est peut-être connoté un peu négativement, a été compensé par 2 mots ensemble, heureuse et créative. Heureuse pour tout le monde et créative pour motiver notamment les gens du bâtiment à aller vers elle. Et on s'aperçoit que depuis qu'on est actif dans ce domaine-là, on fait des projets beaucoup plus intéressants, beaucoup plus motivants, et que finalement le plaisir de travailler est beaucoup plus là qu'avant. Donc les activités du groupe national, on a fait plusieurs rencontres, donc rencontre à Los Angeles dans le Nord, et la photo en haut à droite, sur laquelle on était 150, on a parlé de tout un tas de sujets qui sont ensuite maintenant devenus des thèmes de débat sur les groupes locaux. Ensuite, les rencontres de Guipel, qui se sont plutôt focalisées sur le doit-on encore construire, avec tout un tas de thèmes que je vais vous présenter juste après. L'acte 3, qui était censé être des rencontres en région parisienne l'an dernier, ont été bloquées par le confinement et se sont transformées par quelque chose d'hyper motivant, qui sont des vidéos qui sont disponibles sur la chaîne YouTube du manifeste pour une frugalité heureuse et créative. Et de octobre à décembre, il y a eu une vidéo tous les mardis soirs avec un thème donné. Je vous invite à les regarder, que vous soyez élu, architecte ou particulier, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Cette année, le mouvement national s'est lié à la Fête du Soleil qui est orientée plutôt bâtiment, avec tout un tas d'autres réseaux bâtiments durables, et il y a d'autres choses en cours de préparation. Comment se présente le mouvement? Donc, on a subdivisé la France en plusieurs groupes locaux. Donc, en Alsace, on a 2 groupes qui sont aujourd'hui affichés. Un groupe 67, un groupe 68. En réalité, on est un seul groupe qui se retrouve en visio en ce moment, qui va se retrouver en présentiel très bientôt, avec comme animateur, donc moi je m'occupe de la partie sud-Alsace avec Mathias Knobler, qui est architecte et qui est à Motoko, et avec François Liermann, que j'ai vu qui était en ligne, qui est sur le 67. La grosse activité nationale qui fédère donc tous les actifs, c'est la carte des ressources. Donc, on est en train de cartographier à l'échelle nationale sur une seule application disponible en open source
toutes les ressources naturelles, donc en termes de matériaux, le bois, la pierre, les scieries de tailleurs de pierre, les gisements de terre avec des caractéristiques particulières, et donc de cartographier tout ça pour que quand on porte un projet, on arrive très vite à identifier autour du projet, dans les 30, 40, 50, 100 km, quelles sont les ressources disponibles. Et donc à chaque fois qu'on va cliquer sur un point, on aura accès au nom de la structure, si c'est une structure, au nom de l'association. Et puis, par exemple, pour une scierie, on pourra dire ici du feuillu, du résineux, les tailles de bois maximum qu'il peut traiter, les types d'équipements qu'il va avoir, est-ce qu'il y a un séchoir, est-ce qu'il a des rabots, pour vraiment tout de suite identifier. C'est une notion de cueillette, faire la cueillette pour le projet, et arriver à faire un projet non pas de consommation de produits de catalogue, mais de consommation de produits locaux qu'on a identifiés. Là, je vous présente le thème donc, de Guipel, faut-il encore construire? C'était divisé en 8 ateliers. Si vous voulez aller voir toutes les conclusions de ça, elles sont disponibles sur le site du manifeste. Vous allez dans téléchargement et vous aurez accès à toutes ces conclusions avec tous les débats qu'il y a pu avoir autour. Une des notions, les notions qui en sont ressorties, j'ai 3 slides. Préserver le sol comme notre terre, donc c'est ce que Pierre-Mel a expliqué tout à l'heure, hein. Éviter de consommer des terres arables pour faire des bâtiments ou des objets d'urbanisme. Préserver la biodiversité, préserver l'eau. Je ne vais pas forcément vous relire toutes les lignes. Anticiper les dérèglements climatiques, donc intégrer la notion de transition écologique et de performance énergétique. La notion d'où viennent les matériaux et de bilan carbone de l'opération. Protéger le littoral, parce qu'il y a pas mal de membres actifs, notamment en Bretagne, avec des vraies questions sur le sujet. Et concrétiser les nouveaux récits territoriaux, parce qu'en fait, on s'aperçoit que, de nouveau, il y avait la notion d'envie et il y a la notion de récit. Et les projets, historiquement, racontaient des histoires. On a un peu oublié de raconter des histoires dans les projets. Aujourd'hui, on fait des projets parce que c'est mécanique, c'est la commande. Et il n'y a plus d'histoire autour à se raconter. Là, je vous présente des activités du groupe local. Donc, j'ai fait un petit zoom sur le 68, sur la cartographie, là où elle en est en ce moment. Avec les ressources, donc vous avez des ressources en terre, des ressources en bois, des ressources en pierre, des ressources en fibres végétales. Et on fait cette cartographie pour connaître, comprendre quelle est la possibilité locale et consolider les filières d'approvisionnement, parce qu'on s'aperçoit que c'est des filières qui sont aujourd'hui fragiles, peu développées et dépendantes quasiment d'entreprises unipersonnelles. Pour l'exemple d'une scierie, souvent c'est 2 personnes, et la plupart des scieries qu'on a sur le territoire sud d'Alsace, par exemple, dans 5 ans, il n'y aura plus personne parce que les gens partent en retraite et il n'y a pas de repreneur. Donc c'est de l'exercice, c'est de trouver comment les aider à se développer, non pas en touchant à leur bilan comptable, mais en créant de la commande sur des produits à forte valeur, pour motiver des éventuels repreneurs à continuer. À droite, on a fait une réunion qui était une des plus intéressantes, selon moi, qui était une réunion avec l'ONF, qu'on a refait individuellement avec les interlocuteurs locaux. Le but étant de comprendre comment consommer le bois local et quelle est l'urgence de consommation du bois local. Je reviendrai dessus sur un exemple de projet. Les thèmes qui nous focalisent, en premier lieu, c'est le réemploi. Donc réemploi des bâtiments, la rénovation en premier. Réemploi des matériaux, des exemples du collectif 2920G de Motoko sur la création de mobilier. Un exemple de plateforme de réemploi. On a une plateforme qui est en cours de montage, enfin même qui est déjà active, qui est BOMA à Strasbourg, avec un sujet qui est par exemple intéressant pour nous qui faisons du génie climatique, c'est le recyclage des radiateurs. On pourra retrouver des radiateurs fonte nettoyés, préparés et traités, alors que c'était quelque chose de compliqué aujourd'hui. Des exemples de Encore Architecte avec la réalisation de portes pour faire des bardages de façade, et puis comment mêler le neuf et l'ancien. Le réemploi, c'est un des sujets qui avance le plus vite aujourd'hui, parce qu'en fait, les plateformes se montent très vite, parce qu'elles peuvent être menées par des structures du bâtiment et même des structures commerciales. Des Leroy Merlin, Castorama sont en mesure de faire des sujets de réemploi parce qu'ils savent commercialiser, ils ont des plateformes de sites web pour lister des produits avec des gestions de stock. Donc, il y a un vrai sujet. Par contre, ça transforme complètement notre métier de la maîtrise d'œuvre sur comment on fait pour faire un projet sur une base de réemploi, comment on gère les stocks, anticiper, par exemple, la déconstruction d'un bâtiment pour réutiliser les produits qu'on va gérer.
Donc, tout un tas de sujets à réfléchir qui font partie de l'urbanisme pour stocker les produits localement, éviter de faire du camion. Ensuite, la terre, ça c'est un très très gros sujet. On a des ressources en terre partout, parce que vous avez de la terre dans tous les terrains. On fait des excavations de terre sur tous les projets, et on peut réutiliser cette terre. Et en moyennant petit ajustement de formulation, on peut en faire de la terre structurelle avec du pisé ou de la terre coulée, on peut en faire des remplissages en torchis, on peut en faire des enduits texturés. Il y a une place forte sur toute l'application de ces produits-là et une revalorisation des métiers du BTP. Les grandes recherches du moment, à l'échelle nationale, notamment avec Amaco, sont comment gérer des projets en terre coulée pour qu'ils soient réalisables par des entreprises de BTP actuelles existantes qui coulent du béton dans des banches, comment leur faire couler de la terre dans des banches et qu'ils puissent décoffrer dans des espaces de temps raisonnables sans avoir à incorporer trop de ciment Portland ou de choses. Donc, les recherches du moment tournent aux alentours de 3% d'incorporation de ciment et on a des projets qui sortent avec 0% de ciment en ce moment. Suivi de la pierre, qui est un matériau presque oublié à part en quelques bardages. Aujourd'hui, il est réutilisé de manière porteuse par notamment l'architecte Perrodin et Studio Lada. Vous pouvez visiter des exemples. Le plus emblématique, selon moi, en ce moment, c'est une halle de marché qui est en train de faire le collectif Studio Lada, oui, qui est une grande halle où là, ils sont en train de monter les pierres et ils ont fait scier les pierres avec des formes arrondies, recréation de voûtes. Je trouve qu'il y a un vrai sujet de conception et de revalorisation de ces métiers de tailleur de pierre. Le bois, alors le bois, aujourd'hui, on le consomme, mais quasiment de manière cataloguée. Les bureaux d'études structure savent utiliser des bois calibrés, collés et qualifiés. Le jeu d'un certain nombre d'acteurs, c'est de revenir à des bois locaux. C'est toute une démarche de conception qui va avec pour utiliser le bois disponible localement et donc adapter la conception de la charpente ou de l'ouvrage au bois qu'on a en disponibilité immédiate. Un exemple qu'on a pu faire, c'est la rénovation énergétique de la médiathèque de Kaysersberg que je vous montrerai tout à l'heure. Donc le but là, c'est vraiment de valoriser le bois sous sa forme la plus brute possible et de limiter la consommation de panneaux qui sont à moitié de la colle. Les fibres végétales, on peut les utiliser en isolation, en façade, en toiture, dans des remplissages. Il y a tout un tas de sujets en cours de réflexion. En Alsace, on a quelques bâtiments en paille qui sont existants et d'autres qui sont en cours de chantier. En Alsace du Nord, il y a une filière de développement sur le roseau, mais on va dire le volume est encore assez faible. Il me semble qu'on est aux alentours de la capacité de faire 5 maisons en termes d'isolation par an. Par contre, on a un sujet en Sud-Alsace qui est important, qui est le développement de la consommation du miscanthus, qui aujourd'hui n'est pas suffisante vis-à-vis des filières agricoles, mais qu'on peut utiliser en paillettes comme isolation. Et là, il y a un vrai sujet parce que c'est un produit qui est disponible en grande quantité, qui est économique, qui est naturel, que les rongeurs n'aiment pas, et donc on peut en faire des caissons isolés de manière assez facile. Et donc, conclusion, on essaye de se réapproprier des techniques qui ne sont pas historiques, mais des vraies techniques de construction. On essaye de valoriser le savoir, parce qu'en fait, on s'aperçoit que plus on avance dans le temps et dans le monde de la normalisation, plus on applique des pages de catalogue et de l'assemblage. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, l'acte de construire n'est plus là, on est plutôt dans un acte d'assemblage, d'avis techniques et de solutions de fabricants pour répondre à des demandes de contrôleurs techniques. Et tout le groupe national est complètement d'accord sur ce côté, réapprendre l'acte de bâtir. Et en fait, ça en fait un vrai sujet intéressant. Le travail du détail. Pourquoi le travail du détail fait partie du sujet quotidien? C'est parce qu'en fait, comme on essaye d'utiliser des matériaux bruts, il faut tout de suite penser à comment ils vont être assemblés parce qu'on n'a pas la plaque de placo pour les cacher. Donc, on sort de l'architecture du béton, du polystyrène et du placo pour aller vers du monocouche ou du multicouche, mais on évite le millefeuille. C'est-à-dire qu'on se limite vraiment dans l'utilisation de couches pour simplifier les coûts. Une notion d'architecture du temps qui est un vrai sujet sur un établissement sportif. Par exemple, aujourd'hui, c'est très bien fait parce que un gymnase est utilisé tout le temps et ça, c'est très bien fait. Par contre, une école, elle sert 15% du temps. Et à côté, on construit un périscolaire. Et puis à côté, on construit une salle multi-accueil. Et à côté, on construit une salle polyvalente. Donc, comment gérer l'aménagement des locaux pour qu'ils soient modulables et valorisables de manière très souple pour éviter de construire des surfaces. Et donc, si on construit moins de surface, on peut construire mieux. Et un sujet qu'on est en train de commencer à travailler, qui est l'architecture de l'odeur. On a fait une présentation la semaine dernière avec un bureau d'études qui travaille sur ce sujet-là et sur comment
comment éviter d'une la pollution de l'air intérieur et deuxièmement, comment aller vers de la création d'ambiance via l'odeur. Aujourd'hui, on a les matériaux, on a les couleurs et ce vecteur-là a carrément été oublié. Un exemple, la rénovation énergétique de la médiathèque de Kaisersberg. Donc, le bâtiment en état existant à gauche, après projet à droite. Et donc là, on a fait un essai de valorisation de filière locale du bois. Donc, on a fait couper du bois du massif local. J'ai extrait mis les photos des bûcherons, parce que c'est les bûcherons de la Comcom, et qui étaient super contents en fait, de savoir que le bois qu'ils allaient couper ce jour-là allait être utilisé sur un bâtiment de leur Comcom où ils vont et ils emmènent leurs enfants. Et en fait, on s'aperçoit que les gens, ils ont juste besoin qu'on valorise leur travail, qu'on parle d'eux. Et ce vecteur-là, on l'avait un peu imaginé, mais insoupçonné l'impact que ça pouvait avoir. Et donc, on a utilisé ces bois bruts aussi du massif pour faire des bardages, faire des structures, faire de la charpente intérieure. On a fait un oubli, par exemple, on a fait des caissons de remplissage pour limiter les surfaces vitrées, notamment sur cette façade. Et pour des raisons de facilité de conception et de description, on était parti sur des ossatures bois assez classiques avec des bois collés et du panneau. Si je devais refaire le projet, je le ferais avec des épicéas collités et puis avec de la planche, je le ferais avec du panneau de colle. Et on s'amusait également à faire des ateliers collaboratifs, c'est-à-dire que toutes les chutes de bois qu'on avait, on s'en est servi avec les salariés de la structure pour faire du mobilier. Donc on a fait des bancs, des étagères, et finalement quand les gens s'approprient l'ouvrage en participant à sa conception, à sa réalisation, d'un seul coup ça devient un autre objet que juste un lieu de travail. Un deuxième sujet qui est en cours avec AA Architecture, je ne peux pas mettre de nom de commune ou de lieu parce que le projet est en cours, mais il me semble vraiment intéressant. C'est une commande publique qui demande de faire des ombrières photovoltaïques. Donc, projet à lequel on a répondu pour la faisabilité avec AA. Et on a transformé ce projet-là en disant une ombrière photovoltaïque, c'est bien, mais ça ne sert pas forcément à grand-chose en termes de valeur d'usage. Et on en arrive à la conclusion finalement avec eux que pour la valorisation du centre-bourg, l'intérêt c'était de recréer un lieu collectif multi-usage en filière locale. Et donc on est en train de concevoir une halle de marché couverte qui peut servir à faire la fête de la bière, qui peut servir à faire un boulodrome, qui peut servir pour faire le marché, qui peut servir à mettre des structures de jeu pour les enfants de manière temporaire, avec du photovoltaïque sur le toit. Et donc, on en profite pour faire un investissement participatif, donc avec les citoyens de la commune. On travaille sur le bois local avec l'ONF, c'est la carte des bois locaux, donc on s'aperçoit qu'on a beaucoup de hêtres, donc c'est comment faire une charpente en hêtres et comment la gérer dans le chantier. Il y a une petite scierie dans le village qui est à l'arrêt pour l'instant, on est en train de regarder comment la valoriser pour le projet, éventuellement en faire un projet de revente d'activité, et puis on en profite pour revaloriser les berges autour du terrain. Donc en fait, le projet photovoltaïque était un projet technique qui répondait à une demande de faire un projet rapidement pour faire la production d'énergie. On le transforme en vraie création de valeur pour le village. Et un autre exemple, où là on renverse vraiment la commande, qui était un projet de climatisation, et on fait un projet de végétalisation de façade, isolation extérieure, réduction des surfaces vitrées. Donc là, on travaille avec le service espace vert pour créer des massifs plantés qui grimpent sur la façade. On travaille sur des filières locales pour l'isolation des façades. Et le bâtiment a une ancienne tour qu'on est en train de réhabiliter pour revenir à l'historique, pour recréer des liaisons, éviter les surchauffes en été. Et à la place des climatiseurs, on met des ventilateurs. En fait, c'est comment faire du patrimoine et du bâti au lieu de faire de la technique. Les prochaines dates qu'on a en cours, donc ça vous l'aurez dans le support. Un très gros sujet pour nous en fait, qui a été annoncé et qui arrive en fait, c'est le 8 octobre, 8 et 9 octobre, on a des ateliers construction de mobilier urbain en terre crue à Motoko, donc pour les journées de l'architecture. Et le 15 octobre, on a une série de conférences l'après-midi. Je ne sais pas si tu l'as mis après. Ouais. Donc en fait, ça commencera à 14h30 avec plusieurs intervenants issus de la frugalité et notamment une intervention de Philippe Madec en fin d'après-midi. Donc je pense que c'est une vraie date clé pour comprendre ce que c'est que la frugalité avec des thèmes sur le bois, la terre et une vision plus globale. Et si vous voulez vous joindre à nous, on est complètement ouvert, le groupe n'est pas fermé. Et les ateliers de l'été vont se focaliser sur la création d'échantillons destinés à ces expositions et à ces conférences. Donc on va faire de la terre, on va faire un peu de mélange terre-paille, coffrer tout ça. Enfin, il y a des choses assez pratiques à voir.
Je vous remercie. Voilà, on a été pile poil de fois 20 minutes, donc on est bien dans les temps s'il y a encore des questions. Je n'ai pas vu grand-chose dans le chat. Viviane, je ne sais pas si tu as eu des choses indirectes. Si quelqu'un veut se signaler pour des questions, merci de lever la main, voilà, avec le petit bouton réaction en bas à droite. Donc, il y a une demande, Monsieur Navarro, qui a levé la main. Ouais. Bonjour. Moi, je travaille pour l'association Alter Alsace Énergie qui accompagne pas mal de communes sur les économies d'énergie dans le patrimoine public. Et des fois, du coup, on voit aussi les projets de construction des collectivités. Est-ce que vous avez déjà des références ou une personne vers qui on peut renvoyer les collectivités pour qui s'inspirent plus de la frugalité et sortent de leur de projets plus traditionnels et consommateurs de terre, justement? Alors aujourd'hui, on n'est pas structuré du tout dans le sens réponse à une demande de maîtrise d'ouvrage pour de l'AMO, c'est-à-dire qu'on est tous des professionnels ou non professionnels du bâtiment, mais on est tous en activité, on est tous là à titre bénévole. Par contre, dans les équipes, on a des programmistes, on a des architectes programmistes, on a différentes personnes. Donc le plus facile à la limite, c'est de transférer la demande vers soit François Lierman pour des projets dans le 67, soit vers moi dans le 68, et puis après, on peut redispatcher. S'il faut rencontrer une commune, on le fera. Et après, on oriente les gens et on peut présenter les références, effectivement. On a déjà des choses. Une demande de Madame Estin qui souhaite poser une question, qui a levé la main. C'est à vous. Oui, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Ça fait écho. Alors moi, je suis élue à Sainte-Marie-aux-Mines dans le 68. Et en fait, se pose la question parce qu'en fait, qu'on le raisonne sur des projets déjà établis, par exemple à l'échelle d'un bâtiment. Je trouve ça déjà extraordinaire. Maintenant, on a aussi au niveau de la commune, je pense, justement pour tout le travail au sujet du logement, pour limiter l'extension sur les terres arables autour. Se pose la question de comment est-ce que, parce qu'en tant qu'élu, on n'est pas compétent, on n'a pas le savoir qui nous permet de dire, voilà comment on va réorienter, redensifier le logement, réhabiliter tels espaces, etc. Et en ce moment, je me pose beaucoup la question sur comment est-ce que, il peut y avoir, je ne sais pas, la notion d'architecte conseil. Est-ce qu'il y a des choses qui existent pour que des collectivités puissent se faire accompagner pour avoir la vision d'ensemble? Je dis ça en particulier parce qu'on est en train de revoir le PLU, qui deviendra un PLU intercommunal. Et au sein de notre commune, moi, j'ai vraiment le souhait que ce ne soit pas juste les élus qui prennent la décision comme ça dans un coin en se disant peut-être qu'on va faire comme ça. Mais si on peut s'appuyer sur des compétences pour dessiner une trajectoire, c'est quelque chose qui moi, me paraît tout à fait nécessaire. Merci pour votre question. Alors, je n'ai pas de réponse toute faite, mais je pense que vous avez déjà parlé de choses qui peuvent vous aider, surtout si vous êtes dans l'opportunité de refaire votre PLU. Il est en cours d'être fait ou comment ça se passe? En fait, on reprend un projet qui a démarré sous l'équipe précédente, qui a été arrêté l'an dernier pour cause de confinement, puis d'annulation d'élections. Maintenant, on a 5 ans, mais en fait, on reprend quelque chose qui a déjà bien démarré et pour lequel d'autres communes nous attendent. Et donc, quelque part, on doit revoir des choix. Et si on les revoit, il faut qu'on le justifie. Ouais. Alors, moi, je parlais, il y a déjà, de toute façon, il y a des communes qui font appel, qui ont des architectes conseils, donc qui sont aussi là un peu dans la posture plus institutionnalisée, mais proche de ce que j'ai pu illustrer avec PEM, où vous avez quelqu'un qui conseille régulièrement et qui a un suivi régulier. Bon, ça, c'est une fois que c'est prévu. Je ne sais pas, mais j'imagine que le CAE, départemental, peut vous aider quand même un petit peu sur ces choses-là. J'ai illustré la question de l'entreprise Ville Vivante. Je ne veux pas faire une pub juste pour eux, mais c'est simplement ceux qui sont les plus visibles. Eux, ils ont travaillé sur ce travail de densification des espaces pavillonnaires, mais aussi sur d'autres sujets avec Saint-Dié, par exemple. C'est pas très loin de chez vous, donc peut-être que
ou Épinal aussi, donc ça peut-être se mettre en contact avec eux pour voir ce qui s'y fait. Voilà, et après, il y a les agences d'urbanisme qui peuvent aussi aider un petit peu, mais sur ces sujets-là, je crois que c'est déjà pas mal. Est-ce que toi, tu avais des idées en tête par rapport à vos associations? Bah, je pense que les projets, ils sont faits par des gens et pas par des structures, donc il faut tomber sur la bonne personne, ça c'est compliqué. Oui, Je sais que dans le réseau, on a des urbanistes privés, on a des urbanistes de collectivités, notamment sur le sud d'Alsace. On a par exemple une personne de la Comcom de Saint-Amarin qui est très motivée et qui traite du sujet et qui fait partie du groupe. Et en fait, à l'échelle nationale, on a déjà vu plusieurs dossiers où il y a eu des demandes de missions d'AMO. Et en général, nous, on a un réseau national, une boîte mail collective, hein, on s'envoie les mails, qui est capable de répondre et d'aider sur telle problématique, et puis le réseau se met en place, et puis il y a une réponse qui est faite. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de tomber sur la bonne personne, mais localement, vous avez des personnes qui sont bien sur le sujet. Je voudrais juste compléter la réponse des deux intervenants, Pierre-Mel et Jean-Baptiste. C'est vrai que vos besoins, c'est en termes d'ingénierie pour vous aider à déjà peut-être une certaine acculturation des nouveaux élus, hein, puisque c'est une nouvelle équipe municipale. Donc, il y a pas mal de choses. Hein, à participer, par exemple, à cette matinale, ça fait partie aussi de l'acculturation. Les supports qui ont été diffusés sont complètement publics. Hein, tout est téléchargeable sans souci sur notre espace Internet. Alors, Pierre-Mel avait préparé une diapositive, mais il n'a pas remis sur tout ce qu'on a pu produire en termes de frugalité au sens large sur le sud Alsace et l'Alsace, hein, de manière générale. Hein. Il y avait une liste, hein, sur l'agriculture de proximité, sur la place des arbres, etc. Voilà. C'est un peu indigeste, voilà. hein, c'était plus pour la publication après. Mais... Voilà, donc ça fait partie aussi des choses que les élus peuvent consulter pour avoir plus d'informations. Au niveau de l'ingénierie, c'est vrai qu'il y a un foisonnement assez important, hein, en Alsace. Comme disait l'intervenant, il faut trouver la bonne personne et surtout par quel bout prendre les choses. Il y a la DDT 68 qui peut être aussi un relais, puisqu'ils peuvent aussi donner des éléments par rapport aux appuis financiers. Donc, c'est Romain Courtet, hein, qui est le chef de service connaissance de la DDT 68 qui peut vous aiguiller. Ah merci pour le nom. Oui, parce que je cherche depuis... Ça fait 1 an que je cherche le relais chez eux. Très bien. Merci. Ah, c'est Romain Courtet, il est administrateur de l'agence. Donc, et je crois que vous êtes aussi Petite Ville de demain, il me semble. Oui. Voilà. Donc, c'est aussi une forme de... Ça va vous aider à structurer aussi le projet de la commune. Alors, entre parenthèses, Petite Ville de demain, on a été lauréat d'un appel à projet pour aider les 9 ou 10 communes Petite Ville de demain du Haut-Rhin pour faire des séminaires d'acculturation et de connaissances. Alors, nous, on est plus sur le thème de la mobilité, mais il y aura des choses aussi sur le thème de l'habitat et de la consommation foncière. Donc, vous allez seulement nous retrouver à l'occasion d'un des ateliers, soit avant la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Donc, c'est vrai que pour un nouvel élu, c'est foisonnement d'ingénierie. Et donc, peut-être M. Romain Courtet, si vous pouvez le joindre, il va de façon assez neutre, hein, vous aiguiller sur les différentes solutions. Parfait, merci. De rien. Il y avait une question dans le chat de Caroline de l'Agence d'urbanisme du territoire de Belfort qui souhaitait savoir comment était réalisée la cartographie des ressources locales. Avez-vous une base pour l'alimenter au fur et à mesure des projets? Alors, Jean-Baptiste, il peut répondre à la question. Déjà sur quelle est la base? Donc, on a une base collective qui est un outil de cartographie web, qui est un outil national. On est en train d'en faire la synthèse des travaux qui ont été faits localement. On a des fichiers standardisés pour remplir des fiches. Et puis ensuite, c'est chacun au fur et à mesure dans les groupes actifs, hein, chacun qui se promène et puis qui va voir les séries, qui va voir les carrières et qui identifie ce qui est disponible, quoi, comment, dans quelles limites, avantages, inconvénients. Le but, c'est pas de faire de pub, mais donc on fait vraiment le tour. Hein. Donc, par exemple, sur le sud d'Alsace, on avait un guide de Fibois pour donner une base sur les scieries. On a complété par les pages jaunes, et puis quand vous tapez sur Google, et puis après, on va voir ce qui existe encore, ce qui n'existe plus. Et puis, on discute avec les entreprises. Où est-ce que vous fournissez, comment, pourquoi, et puis au fur et à mesure, on avance dans le... Donc, c'est du chemin pas à pas. Alors, on a une demande d'intervention de M. Brice Van Haren.
Donc, je lui laisse la parole. Oui, bonjour. Brice Van Aren, donc chargé d'études environnement à l'ADEUS. Tout d'abord, je voulais vous féliciter pour la qualité de la présentation. Enfin, moi, ça m'a donné la pêche de bon matin. À l'agence d'urbanisme de Strasbourg, on rejoint complètement ces réflexions sur. Alors nous, on les a appelées. On va lancer une plateforme sobriété, mais c'est dans le même état d'esprit que la frugalité. Et je retiens deux éléments. Hein. C'est par rapport à l'ensemble de corpus de contraintes, notamment par rapport au zéro artificialisation nette, qui est vraiment le sujet qu'on essaie de traiter en ce moment. C'est donner envie, faire récit, et l'ensemble des exemples que vous donnez, enfin, donne envie. Ça permet en fait de se remobiliser vers un autre projet de société. Et voilà, je suis vraiment ravi d'avoir pu participer, et je serais ravi aussi que nos collègues de l'agence de Mulhouse puissent aussi intervenir dans notre plateforme que nous allons lancer très prochainement. Voilà. Okay, très bien. Nous sommes en lien assez étroit avec l'agence d'urbanisme l'agglomération de Strasbourg, hein, qui est l'alter ego de l'AURM, donc il n'y a pas de souci, il y a beaucoup d'échanges. Alors, Monsieur Sylvain Bouffet souhaite aussi intervenir. Il est déjà apparu à l'écran. Oui, bonjour à tous, je suis le directeur de l'antenne locale du Crous de Strasbourg. Je voulais savoir si vous disposiez de ressources pour toucher les prochains prescripteurs qui auront des actions très impactantes sur éventuellement les futurs clients qu'ils auront en phase 2. Je vous explique pourquoi ma question. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de compagnons du devoir intégrés en résidence universitaire. On a une maison complète pluridisciplinaire, tout corps de métier, et on monte du projet avec eux, mutualisé avec des étudiants. Et l'objectif, c'est justement d'être sur ce genre de créneau. Or, pour rechercher les ressources, c'est assez compliqué, et on a besoin de guides pour pouvoir les orienter de façon efficace, et qu'on ait des projets qui tiennent la route, qui ne se cassent pas la figure derrière. Donc, je voulais savoir si vous disposiez de ce type de ressources. On parle de ressources humaines ou de ressources matérielles? De ressources, de connaissances, ça peut être des bouquins, ça peut être des personnes qui interviennent ponctuellement sur site pour donner du conseil ou orienter. Enfin, c'est vraiment multidirectionnel. On a un tas effectivement de bouquins, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que l'idéal serait peut-être de faire une rencontre avec François Lierman. Moi, je peux me joindre à lui s'il le souhaite, et puis on voit où vous en êtes, ce que vous souhaitez faire. Et je pense que le truc, c'est de nouveau créer un récit, donc il faut un projet. Donc, il faut un projet pour travailler dessus, et je pense notamment à Sainte-Marie. Je sais qu'il y a des sujets en cours sur des projets avec de l'intégration et de la participation. Il y a peut-être un sujet à développer là-dessus, parce que sinon, ce n'est pas motivant de travailler dans le vide. Alors, non, les projets existent déjà. Aujourd'hui, on a un tiers-lieu extérieur qui est en train de se développer, complètement extérieur, mais on veut y additionner une future construction ou rénovation d'une résidence universitaire, parce qu'on manque du lieu pour intégrer une sorte de centre social étudiant. Où là, ce serait un vivier de mélange de plusieurs excellences qui intégrerait aussi les gens du quartier. Et donc, l'objectif, c'est une vie de quartier. Parce qu'aujourd'hui, les résidences universitaires, elles ont plutôt tendance à être elles sont implantées dans un lieu et elles s'autosuffisent. Oui, c'est un dossier qui est sorti en appel à candidature maîtrise d'œuvre le mois dernier. Non, c'est vraiment du micro-projet sur site, et pour l'instant, on n'en est vraiment qu'au balbutiement du futur projet architectural. C'est typiquement une chose à discuter. C'est sur le 67 ou le 68? 68, c'est à Mulhouse. C'est collé au campus. D'accord. À la limite, je vous envoie mon adresse mail dans le chat, et puis comme ça, on échange. Ouais, super. Merci. Je vous laisse vous mettre en relation. Alors, les matinales en présentiel, c'était l'objet du café après la matinale. Donc là, on est en direct. Alors, il est presque 9h. Hein, c'est vrai qu'on essaye de tenir le timing pour que les prochaines contraintes des uns et des autres soient respectées. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je n'ai rien dans le chat. Il n'y a pas de main levée. Donc, est-ce qu'il y a encore des demandes d'intervention?
Non. Alors, donc les supports seront disponibles, l'enregistrement aussi. Hein, Roxane, qui à la régie, va faire un montage pour que vous ayez l'ensemble de l'enregistrement. Donc, vous pourrez avoir les informations sur notre site internet. Alors, je vous donne déjà la prochaine matinale hein, qui aura lieu en septembre. C'est Catherine Orodisky qui est chargée d'études environnement, urbanisme, paysage à l'agence. Ce sera sur la psychologie environnementale et du bien-être. C'est un programme. Donc, le jeudi 16 septembre. Alors, peut-être en présentiel, on verra. Ce serait bien, mais on verra. On mixera les deux, on verra. À savoir qu'il y a aussi avant cela un avant-midi. Alors les avant-midi, c'est un peu différent, c'est que l'on présente des missions qu'on a déjà réalisées. Le 9 juillet, c'est un vendredi à 11h, ce sera sur les missions mobilité, les enjeux mobilité, le véhicule électrique et le vélo. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on a déjà réalisées, l'expertise qu'on a déjà, et on va pouvoir vous la restituer le 9 juillet à 11h. Sinon, on a d'autres dates qui seront communiquées au fur et à mesure. Mais n'hésitez pas à venir, notez déjà le 16 septembre, la psychologie environnementale et du bien-être, tout un programme. Voilà, je pense qu'il n'y a plus d'autres réactions. Je remercie les deux intervenants, Pierre-Maël et Jean-Baptiste. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire, tous les deux. Ça va ? Merci pour vos questions, merci pour votre présence. Et voilà, tu as tout dit par rapport à la publication. Et le sujet de la frugalité ne s'arrête pas cette année. Donc, les JA, les journées d'architecture, notre publication à la fin de l'année, le travail de la DEUS, et j'en passe. Donc, voilà, restez au courant. Et si vous avez encore des questions à Pierre-Maël, à poser à Pierre-Maël, n'hésitez pas aussi à ses coordonnées sur notre site internet. Voilà. C'est bon. Merci à tous et bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée. Bonne journée.